Et bonsoir, bienvenue sur Indécent Podcast, ou plutôt sur Étrange Indécent. Comme vous le savez, on est dans une émission partenariat avec le Festival Étrange Grande, donc ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie, ce deuxième épisode en fait de la nouvelle saison, puisque la quatrième édition aura lieu les 20 et 21 septembre. On aura l'occasion d'en rediscuter régulièrement, ne vous inquiétez pas, puisque là, on va accélérer le rythme des vidéos depuis celle de fin janvier sur l'actu qu'on avait déjà vu. On vous mettra les liens dans la description. Donc écoutez, ça fait très plaisir de vous retrouver. Je vais déjà saluer celles et ceux qui sont déjà dans le chat. Donc bonsoir Talgalia, Jarrett et Pretty Lilith. Puis toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc si vous avez des questions à poser sur Anne Rice, les mythes du vampire, etc., c'est le lieu, c'est le soir. Voilà, bonsoir Matham. Sans plus attendre, je vais faire entrer mon invité du soir, et puis ce sera l'occasion un petit peu de discuter de pas mal de choses, vous allez voir. Donc voilà, bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Eh bien écoute, ça fait très plaisir, puisqu'on s'était croisés donc à Octogone en 2022, fichtre, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait déjà 3 ans. Ouais, parce que à l'époque, je crois que tu venais de sortir Vampirologie chez ActuSF, la première C'était fournée. ma première dédicace Octogone en fait. Et c'était un super bouquin. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, il y a la nouvelle édition qui est sortie il y a pas longtemps. Que voici, que voilà. J'avoue que la cover, elle est quand même pas mal, celle-là. Il y a tout l'attirail, tout ce qu'il faut. Donc c'est toujours chez Nouvelles Éditions ActuSF. Oui. Voilà. Déjà, écoute, un grand merci d'avoir accepté notre petite invitation, puisque tu seras présent effectivement à Étrange Grande en septembre prochain, puisque, on le rappelle, le thème, c'est le fantastique Créature de la Nuit, et l'autrice à l'honneur cette année, puisque cette fois-ci c'est une autrice, c'est donc Anne Rice. Donc on s'était dit que c'était un petit peu l'occasion de papoter autour d'elle et de son œuvre, et puis il y en a quand même beaucoup, quoi. Parce qu'elle n'a pas écrit que sur les vampires. Bon, ok, il y a beaucoup de vampires, mais pas que. Bonsoir Erebus. Tu as la première version, effectivement, qui était la brique, effectivement. Qui était assez épaisse. Celle-là, elle est plus condensée, on va dire. Alors il y a autant de... En fait, elle est plus Il y a condensée toujours parce pareil. qu'on a enlevé les images. Parce que de toute façon, vu la taille du poche, parce que c'est un poche, Oui. ça se justifiait plus. Et par contre, j'ai revu quand même pas mal de choses non plus. C'est pas juste un reprint en fait. J'ai réécrit notamment toute la partie sur le manga et j'ai mis à jour aussi et j'ai corrigé 2-3 pétouilles en fait. Voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Alors moi je vais commencer vite fait pour voilà, je vous rappelle simplement très brièvement le concept de l'émission. Comme je vous disais, c'est un partenariat, donc ça va être de balayer un petit peu les thèmes de l'édition. Donc là on est sur Anne Rice, puisque c'est l'autrice à l'honneur. Il y aura aussi le fantastique sous toutes ses formes. Les origines du fantastique, ça ce sera la semaine prochaine. Il y aura les femmes et le fantastique aussi, parce que c'est quand même assez intimement lié. Si vous regardez un petit peu les principaux auteurs de fantastique, c'est quand même assez souvent des femmes. On retient toujours Stephen King, mais il n'y a pas que lui quand même. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler. Donc il y aura pas mal de thèmes là qui vont aller jusqu'à la date du festival, donc fin septembre. Sachant qu'en plus, vous aurez interview du parrain, de la marraine, etc. D'ailleurs, petite exclus scoop de la soirée. On a déjà le nom de la marraine, donc j'ai le droit de vous le dire. Oh, 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 quelle chance. Donc ce sera Morgane Cossarieux. Voilà, que je pense que tu connais déjà. Oui, Un j'ai petit eu peu comme l'occasion ça. de... Un tout petit peu. Donc voilà, c'était simplement que un petit rappel de ce que c'est Étrange Indécent. Écoute, on va commencer tout de suite avec la première question, un petit peu traditionnelle, puisque depuis 2022, il se passe un petit peu de temps quand même. Donc si tu voulais simplement te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les vilains et les vilaines. Alors, je suis Adrien Parti. À l'origine, si on parle du thème du vampire, je suis le créateur d'un site qui s'appelle vampirisme.com, que j'ai créé en 2006 au retour d'un voyage en Transylvanie. Et j'ai pensé ça au début comme une espèce de guide récit de voyage. En fait, j'avais publié en fait les notes que j'avais prises durant les 2-3 semaines que j'ai passées là-bas. Et quand j'ai eu terminé de publier mes notules de voyage, en fait, j'ai embarqué sur des chroniques de bouquins déjà, et après les films, après les jeux, après la musique. Je me suis jamais arrêté. Ça s'est Tu ouvert m'étonnes. aussi aux interviews. Et je continue de faire ça parce que même si j'écris maintenant, à côté de ça, j'essaye quand même de mettre le site à jour. Alors, il est à sa grande période, je le mettais à jour une fois tous les 2 jours. Je publiais des chroniques de bouquins ou de films ou whatever. Là, maintenant, on est plus à 1 ou 2 fois par semaine, les bonnes semaines. Parce que la production d'écrit, en fait, me prend quand même pas mal de temps et j'ai pas toujours l'occasion, en fait,
d'avoir des lectures en dehors de mes recherches, en fait. Donc, Ouais. Et puis alors, en plus le thème du vampire, je sais qu'on en avait discuté à Octogone, c'est tellement vaste et en plus ça balaye un petit peu quasi toutes les civilisations quoi. Alors, ouais. c'est pas le vampire tel que nous on le connaît, suceur de sang, puisque il y a l'équivalent en Extrême-Orient qui aspire le chi, donc l'énergie de la vie. Et puis il y en a vraiment le vampire, vraiment c'est incroyable. Donc avec le vaudou, enfin plein de choses quoi qui viennent là-dedans. Donc vampirisme.com, tu as écrit donc effectivement Vampirologie, qui est quand même Ouais. Qui est voilà. sorti donc Ça, du coup comme tu le disais en 2022. C'est un bouquin en fait qui m'a fallu beaucoup de temps pour j'ai mis du temps à l'écrire en fait, ça m'a pris 5 ans de travail entre le moment où l'éditeur m'a dit "Eh, tu me ferais pas un bouquin sur les vampires maintenant que tu joues avec ton site depuis plusieurs années?" Donc ça m'a pris 5 ans avec le Covid au milieu. oui. Une naissance d'enfant au milieu aussi. Donc il a fallu essayer de cumuler tout ça, sachant que j'avais jamais écrit un truc de cette ampleur-là. En fait, je travaillais déjà sur des conférences régulièrement sur le sujet. Donc, Oui. j'étais déjà intervenu notamment sur la littérature et le cinéma. J'avais déjà des confs un peu toutes prêtes qui m'ont servi de canevas au moins pour ces 2 articles-là. Et pour le reste, je suis parti from scratch, quoi. Le policier, tous ces trucs-là, en fait, tous des sujets un peu connexes que j'ai voulu aborder avec le vampire, du genre le vampire dans la littérature policière. C'est un truc qui me tenait à cœur parce que j'ai pas mal de romans, polars, il y a des séries noires avec des vampires. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité, une manière d'aborder le truc? Et pour la plupart des articles où je me suis lancé sans avoir d'idée préconçue, à un moment, je suis tombé sur un truc qui m'a dit, ouais, ok, c'est dans ce sens-là que je veux aller et ça va être mon fil rouge. Mais parfois, en fait, il se passe 2 ou 3 semaines d'écriture, d'avancée, de trucs chronologiques. Je fais, ouais, ok, d'accord, ça avance, mais c'est pas, il manque le petit truc, quoi. Typiquement, pour la littérature policière, c'est en cherchant dans ma bibliothèque que j'ai trouvé ce qui m'a dirigé. En fait, à un moment, en feuilletant ce que j'avais, je suis tombé sur un ouvrage écrit par un journaliste dans les années 30 qui a assisté au procès de Peter Kürten, donc c'était le vampire de Düsseldorf. Et donc, c'est un journaliste français qui a assisté à la totalité du procès jusqu'à l'exécution de Peter Kürten en Allemagne, quoi. Et là, je me suis dit, mais voilà ce que je vais faire sur la partie policière. Il y a clairement le lien entre le vampire et la figure du tueur en série, qui émerge en plus à la même époque. Bien Et donc, sûr. du coup, ça a été mon fil. À un moment, j'ai trouvé la piste et après, hop, il n'y avait plus qu'à partir. Et à peu près tous les articles que j'avais pas préécrits ont procédé de cette manière-là. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je me lance dans un article, je commence avec une espèce de partie recherche, canevas historique. Et à un moment, il faut que je trouve un truc, le kink qui va faire, c'est Mm. la petite chose qui va différencier et qui va rajouter quelque chose, quoi. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une petite question. Toi, c'est quoi le truc le plus improbable que tu aies lu ou vu sur le thème du vampire? Il y en a tellement, en fait. C'est ça. Je Ah oui. t'avouerais que t'as beaucoup de nanars et de Ah bah livres oui. bof. En fait, tu les lis, tu les chroniques et en fait, t'en retiens pas. Maintenant, je retiens des choses parce que je peux au moins raccrocher ça avec une tendance, je peux raccrocher ça Mm. avec un thème, manière d'aborder le sujet. Mais il y en a plein que j'oublie au bout d'un moment parce que en fait, ils sortent pas du lot, quoi. Après, il y a toujours des trucs qui sortent du lot et globalement en jeunesse. Il y a des trucs assez dingos. Je pense notamment à une série jeunesse qui s'appelle Bunicula, où le personnage principal, c'est un lapin qui s'attaque aux betteraves dans le frigo de la famille chez qui il est berger, en fait, quoi. Parce que la betterave, c'est rouge, quoi. Et donc, c'est les Excellent. histoires de ce lapin vampire avec les autres animaux de la famille, il leur arrive des aventures. C'est un truc qui est un peu un gros best-seller, en fait, dans la littérature jeunesse anglaise, mais par contre, ça n'a jamais été traduit chez nous, quoi. Ah ouais, c'est effectivement improbable, quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, moi, je t'avouerais que le dernier, moi, qui m'a vraiment scotché, c'était celui de Gilberto Villarroel, le Zona Zéro. Oui. Waouh. C'est vraiment- Post-apo et vampire, il y a quelques Ah ouais. super belles lecture ou visionnage à faire en fait, hein. Ouais. Je trouve ça intéressant en plus d'utiliser une figure plutôt de la littérature fantastique 19e dans un contexte post-apo. Ça dit Mm. des choses notamment par rapport l'idée du vieux monde qui veut pas mourir parce que le vampire c'est l'aristocrate, donc on est vraiment dans la Exactement. société un peu archaïque. Alors que le post-apo, c'est l'effondrement sociétal en fait. Donc Mm. cette opposition et le fait de le mettre dans ce contexte-là, pour moi, dit pas mal de choses intéressantes, quoi. Ouais, c'était vraiment super intéressant, effectivement. Bah écoute, voilà, ça c'était pour ceux qui te connaîtraient pas encore. On va passer un petit peu quand même au cœur du sujet de ce soir, donc qui est Anne Rice, donc qui a eu une vie, voilà, qui est décédée à 80 ans, c'est ça, hein. Oui. Euh, donc bah écoute, si tu peux nous faire
un petit parcours voilà, un petit résumé de sa vie, quoi, une petite bio, quoi, hein, rapide. Alors ça va être rapide parce que je ne connais pas non plus par cœur la bio d'Anne Rice. Je connais surtout son versant vampirique et fantastique. Ouais, carrément. J'ai lu il y a pas si longtemps que ça sa biographie religieuse, que ça c'est un truc qui est super important pour comprendre son œuvre, c'est comprendre son rapport à la religion, notamment la religion catholique. Parce que Anne Rice, c'est une américaine, mais elle naît à la Nouvelle-Orléans dans une espèce de elle naît catholique en fait. Elle est dans un milieu catholique, ce qui est quand même assez atypique pour les États-Unis en fait. Plutôt Et, protestant, ouais. et globalement, toute une partie de sa vie est, enfin, mue par justement son lien à la religion. En fait, pendant très longtemps, elle est très pieuse. Il y a une influence, notamment, elle le dit dans ses biographies religieuses, toutes les statues qu'elle voit dans les églises quand elle était enfant. C'est quelque chose qui a imprégné son œuvre et son imaginaire et qu'on retrouve notamment dans les chroniques des vampires. Le fait de décrire les vampires, notamment Akasha et Enkill, comme des statues de marbre, clairement, en fait, c'est des statues de marbre qu'elle voyait dans les églises. Elle le dit elle-même, en fait. Et donc, du coup, elle s'éloigne quand même un peu à la mort de sa mère de la religion. Elle finit par aller par déménager à San Francisco à la fin du Flower Power. Après, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que elle se mêle pas trop au psychédélisme, au Flower Power. C'est pas trop son truc. A priori, elle a essayé une fois la drogue et ça n'a pas été un truc qui l'a trop fait kiffer, donc elle n'y est jamais retournée. Et pour autant, elle arrive à cet endroit-là, ce qui est intéressant justement par rapport à ce qu'elle va faire, et ce qu'elle va dire du vampire, ce qu'elle veut dire de ces créatures fantastiques, c'est qu'on est dans l'après années 60-70. Sa vie, du coup, elle se marie en fait. Elle se marie avec un poète qui s'appelle Stan Rice, en fait, qui lui trouve un emploi sur place. Et ils ont un enfant, une première fille en fait, qui s'appelle Michel. Et Michel, très jeune, va décéder d'une leucémie. Et à ce moment-là, Anne 72 Rice, ans. Anne Rice va commencer d'écrire, va écrire une nouvelle déjà. Et au fur et à mesure du temps, en fait, elle participe à des ateliers d'écriture. Elle va réécrire sa nouvelle, partir de cette nouvelle-là pour écrire ce qui va devenir Entretien avec un vampire. Oui. Elle galère beaucoup à le placer au début. Je crois qu'elle a testé, je sais pas combien de maisons d'édition différentes avant de finalement qu'une agent se trouve intéressée par le bouquin. Le bouquin marche pas mal en fait. C'est pas immédiatement un méga gros succès finalement. Ce qui va vraiment booster sa carrière, ça va être plutôt la suite en fait. C'est à partir de Lestat que ça va vraiment exploser. Et à partir de là, de toute façon, c'est une autrice reconnue. En fait, elle a écrit beaucoup d'autres choses que les vampires, même si on la connaît surtout pour ça, notamment en France, parce que c'est sa série qui a été le plus traduite par rapport à ça. Et surtout, c'est la série qui comporte le plus de tomes. C'est 13 tomes aujourd'hui, sachant qu'il y en a que 12 qui ont été traduits. Justement, le 13e n'a pas encore été traduit, alors qu'il est sorti en 2018. Elle a écrit aussi sur d'autres personnages, les sorcières, ce qui est son autre cycle d'importance, la saga des sorcières Mayfair. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'elle construit aussi une sorte de méta-univers, parce que l'univers des sorcières et l'univers des vampires se croisent en fait, parce que il y a notamment un groupuscule en fait d'enquêteurs du surnaturel qui observent le Talamasca, qu'on recroise dans les deux, et on croise les vampires chez les sorcières Mayfair, on croise certaines sorcières Mayfair chez les vampires. Donc elle construit un méta-univers autour de ces séries-là. Comme je le disais, en fait, à un moment, dans ses chroniques, il y a son rapport à la religion qui évolue, et elle se rapproche à nouveau de Dieu, en fait, au moment, fin des années 90. Elle en est, en fait, en gros, milieu des années 90. C'est à partir du moment où elle écrit Memnoch le démon, qu'on sent, donc, qui est le 5e tome des chroniques, qui est à nouveau très imprégné de religiosité. Lestat fait face au Christ, en fait, assiste à la crucifixion, et c'est très imprégné de sa conception de la religion. Et elle va arrêter pendant un petit moment quand même d'écrire sur les vampires. Elle va se mettre à écrire sur la religion. Elle écrit une biographie du Christ qui a priori qui a un gros best-seller aux États-Unis, qui a jamais été traduit chez nous. Et finalement, elle va quand même reprendre ses distances avec la religion, notamment parce que son fils qui est gay, et elle ne conçoit pas en fait de rester proche d'une religion qui ostracise. Qui ostracise son fils en fait, quoi. Puis qui ostracise autre chose en fait. Le rapport de la religion à la place des femmes et tout ça, ça lui va pas. Donc à un moment, elle l'a dit publiquement en fait qu'elle elle était toujours croyante, mais qu'elle récusait en fait l'institution catholique. Ce qui lui a permis du coup de reprendre le fil des chroniques des vampires, et d'avoir une deuxième partie de carrière où elle va retourner en fait à son fantastique, notamment avec une dernière série qui est la plus tardive en fait, qui commence en 2012, qui sont les Chroniques du Loup,
qui est sa série lycanthropique. Et ce qui est assez marrant, le premier tome, pour moi, c'est presque une réécriture d'Entretien avec un vampire avec un loup-garou, parce qu'il y a plein de parallèles possibles entre les deux tomes, quoi. Donc, c'est une autrice qui est quand même assez vaste, parce qu'elle a pas écrit, elle a quasiment pas écrit de nouvelles. Elle a écrit quelques nouvelles, mais c'est vraiment une toute petite poignée par rapport à ce qu'elle écrit comme roman. Ouais. Elle a écrit de l'historique, elle a écrit du fantastique, elle a écrit des trucs, des délires un peu BSDM, parce qu'elle a eu une série érotico Ouais, tout à fait. fantasy, en fait, où elle réécrit Dark Romance avant l'heure. Ouais. La Belle au bois dormant, c'est de la dark romance avant l'heure, clairement, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est à la limite du BSDM, hein, voir c'est clairement ça, et sachant qu'elle l'a pas écrit à la base sous son vrai nom, en fait. Hein. C'était Anne Rocklore, en fait. Elle avait pris des pseudos, même si a priori à l'époque c'était un secret de Polichinelle, en fait. C'était le derrière. Et ça a bien cartonné a priori aux US. Quoi. Ouais, ah bah oui, même ici. Les infortunes de la Belle au bois dormant. L'initiation, la punition, la libération. Et le dernier n'a pas été traduit. Non, le dernier a jamais été traduit en fait chez nous. Le royaume de la beauté. Beauty's Kingdom. C'est assez fun à lire, mais ouais, c'est de la dark romance, quoi. Y a pas complet, ouais. Bien avant Rebecca Yarros, quoi. Hein. Voilà. On dit ça. Elle a écrit sur les anges aussi. Elle a aussi une série égyptienne. C'est pareil, la série égyptienne. Il y a que le premier qui était traduit chez nous, La Momie, en fait. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'avais vu une petite interview d'elle il y a très peu de temps. Préparer l'émission, hein, où elle expliquait d'ailleurs le choix, parce qu'on va reparler des Chroniques des Vampires, bien sûr, elle expliquait que l'Entretien avec un vampire, c'est 76, et sa fille Michel meurt en 72. Hein. Donc comme tu dis, il se passe 4 ans pour exorciser ça, quoi, hein, c'est douloureux. Et d'ailleurs, son fils naît en 78, tu vois, donc il se passe quand même pas mal d'années avant qu'on puisse surmonter ce genre de deuil. Et où elle expliquait en fait la naissance des personnages. Bon, forcément, Claudia, c'est Michel. Bon, je vais dire jusque-là... C'est évident. Et encore, ça, elle l'a dit elle-même, elle l'a pas vu tout de suite. Non. C'est bien plus tard, en fait, quand les gens lui ont dit, mais c'est une évidence, en fait, tout ce qui lui arrive par rapport à votre fille. Et à la fin de sa vie, elle acquiesçait en disant, oui, je pense que inconsciemment, j'ai mis dans ce personnage-là, en fait, mon vécu par rapport à ce qui est arrivé à ma fille. Mais initialement, en fait, elle l'envisageait pas comme ça, et en le faisant lire à son mari à l'époque, même lui ne l'a pas vu, en fait. Oui, parce que il le vivait, quoi. C'est peut-être moins évident à se rendre compte, quoi. En fait, ouais. Et elle expliquait que le personnage de Louis, par contre, ça elle le dit assez rapidement. Hein. C'est elle-même, avec ses peurs, etc., son refus, enfin voilà, pas mal de choses. Et en fait, elle expliquait que le personnage de Lestat, c'est celui qu'elle aurait aimé être, qui va vers les autres, qui essaie d'être combatif, etc. Et en fait, c'est plus ou moins son mari, quoi. On y retrouve des caractères de son mari. Et c'est elle-même qui le dit dans une interview, effectivement, peut-être avant son décès en 2007, hein, donc quelques années avant, quoi. Alors ça, c'est marrant parce que si tu veux, si tu prends son point de vue à plusieurs temps de sa carrière, ça évolue à chaque fois. Ça évolue parce que justement, le premier tome, elle s'est vraiment focalisée sur Louis, et Lestat, c'est pas un personnage très très positif dans le premier bouquin. Après, et elle le dit elle-même qu'elle a pas compris que de tous les personnages du tome 1, ça soit celui-ci en fait qui focalise le plus l'intérêt des gens. C'est pour ça qu'elle a switché dessus, et c'est pour ça que du coup, pour justifier le fait qu'elle bascule sur lui, il y a l'idée du narrateur non fiable qui s'impose dans les chroniques, parce que les personnages qui prennent la parole se contredisent régulièrement. Quand tu as la même scène qui est visitée par un autre perso, c'est pas pareil. Typiquement, ce que Lestat dit de sa vie avec Louis, c'est pas ce que Louis disait de Lestat. Et c'est assez intéressant quand même, ça justement, que elle fait évoluer tout ça. Et même elle, je pense que elle a progressivement, notamment à la fin de sa vie, beaucoup réfléchi sur ce qu'elle avait écrit, pourquoi elle avait écrit, qui étaient ses personnages, pourquoi ils ont évolué. Donc c'est peut-être pas anodin non plus qu'elle ait écrit une biographie de son rapport à la religion, parce que justement, je pense que c'est en lisant cette biographie-là que j'ai appris le plus de choses sur certaines sensibilités, sur certains choix qu'elle avait fait dans son œuvre, notamment par rapport à ses vampires, parce que en fait, c'est indispensable. Et pour autant, quand tu regardes bien, c'est une des premières séries où il y a la religion par rapport aux vampires. Les vampires, en fait, n'ont pas peur des crucifix. Rentrer dans une église ne leur pose aucun problème. C'est pas ça le fond d'Entretien avec un vampire, en fait. Ouais, clairement, c'est encore tout à fait autre chose. Donc c'est vrai que ça fait une vie, 80 ans, donc j'allais me dire une belle vie. Non, c'est pas une belle vie, c'est une vie tout court, hein, avec ses hauts, ses bas. Parce que perdre un enfant quand même, voilà, hein, c'est dans le genre traumatisme, je pense qu'on est quand même pas mal, hein.
je dis pas en rigolant d'ailleurs. Euh, donc voilà, une vie remplie, on va dire ça comme ça, et effectivement qui laisse un héritage littéraire assez incroyable. Donc forcément, comme on est sur le thème d'Anne Rice et puis des créatures de la nuit, on va parler peut-être un petit peu plus des vampires, même si, comme tu dis, hein, la série voilà, je mets juste la petite bannière ouvrage pour qu'on redise tout, la série donc des sorcières de Mayfair, Talamasca, on parlera des influences après, mais j'ai revu après la série Highlander avec les Watchers, là, Oui. ça fait énormément penser à la Talamasca, hein. Quand Je même, pense hein. qu'elle a énormément infusé, en fait. Il y a Ah beaucoup de ouais. ces idées. Je pense notamment que par rebond, on va en parler, mais Oui, bien enfin, sûr. le Vampire la Mascarade n'existerait pas s'il n'y avait Non. pas eu Anne Rice. Et de la même manière, l'urban fantasy n'existerait pas, selon moi, sans Vampire la Mascarade. Parce qu'il y a énormément de Ouais. choses par rapport à la construction des sociétés de créatures surnaturelles, dans l'ombre Mmh. des villes et ainsi de suite. Tout ça, en fait, c'est de l'urban fantasy, en fait. Et Ah l'urban oui, oui. fantasy, en fait, elle naît, en fait, de ces univers-là, en fait. Des années Donc, 90, ouais. À peu elle naît près, ouais. à cette époque-là, en fait. Donc, c'est Mmh. super intéressant de voir, en fait, que c'est sans doute une des autrices dans l'univers fantastique qui a le plus le bras long et dont on sent encore l'impact aujourd'hui, quoi. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, bah, de toute façon, tu vois, même dans l'esthétique des séries fantastiques. Déjà, rien que ça renvoie à ce qu'elle avait fait avec Entretien avec un vampire. Bon, le film y a fait beaucoup, hein, on va pas se mentir. Ça a beaucoup aidé aussi. Alors que le film, Euh, elle l'a elle-même décrié au début, hein. ah ouais, 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 oui, bah oui, oui. Je crois que c'est Tom Cruise, c'était pas Ouais. possible, quoi. Ouais, Non. Alors qu'elle et après, quand elle a vu le succès que c'était, elle a vu comment il gérait le personnage, en fait, elle lui a ouais, écrit une lettre publique pour s'excuser. Et je crois qu'elle ouais. a même fait un bonus pour une des premières éditions DVD, en fait, pour parler, en fait, C'est du pas choix des souvent acteurs. ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas souvent qu'un auteur comme ça revient sur. Donc, ouais. Donc du coup, ces ouvrages. Donc on a donc la série Mayfair, hein, donc les sorcières en 3 tomes, qui a effectivement, comme tu dis, hein, pas de multivers, mais c'est pas un multivers, c'est juste un univers partagé où il y a Mm. plusieurs histoires dedans. Voilà, donc la momie, donc ça, les infortunes, ça je m'en souviens aussi. Euh, j'ai pas lu grand chose de plus en dehors des vampires. Et même les vampires, j'avoue que je m'étais arrêté assez tôt, parce que dès qu'elle est partie avec le voleur de corps et Mnemoc, là j'avoue que j'avais un peu décroché. Ça partait un peu dans d'autres sens, quoi, qui était un peu surprenant. Bon. Et voilà, après ça part dans d'autres choses. Donc énormément d'ouvrages. Alors, vous pouvez aller voir tes chroniques hein, sur le site Vampire, j'ai mis le lien dans le chat. Donc je vous fais juste un petit, donc il y a la saga Méphère, donc c'est le lien maléfique, l'heure des sorcières et Mm. Taltos, qui sont tous traduits. Bon, la série Crise de Lord, bon voilà, si vous aimez ce genre de choses. Les chansons du Séraphin, Ah oui, il y a les anges, oui. hein, si vous aimez les anges. D'ailleurs, Lesta croise des anges, d'ailleurs. Les Chroniques du Don du Loup, dont tu disais, hein, qui sont assez récents, hein, c'est 2012 et 12. 2013. Ouais. La série Ramsès le Damné, ben, on a que la momie. Voilà. Et les romans indépendants, il y en a quelques-uns. Il y a le violon aussi, ouais, qui était pas Oui. mal, d'ailleurs. Qui Pour le était coup. aussi chez Pocket Terror, chez nous, en fait, les Ouais, couvertures noires et rouges, ouais. ouais, Sortilège de Babylone aussi, c'est Pocket Terror. ouais. Il y avait Belinda, qui est pas traduit. Exit to Eden, qui est pas traduit non plus. Et Exit to Eden, c'est surprenant d'ailleurs que ça n'a pas été traduit, Mm. mais parce qu'il y a une adaptation au ciné, même si elle est pas bonne du tout, en fait. Je crois qu'il y a Steve Mm. Buscemi qui joue dedans et ils en ont fait. En fait, c'est un truc un peu cracra quand même dans le bouquin. Ils en ont fait presque un buddy movie et ça passe pas trop, quoi. Ah ouais. Bah, du coup, on va se plonger tout de suite dans les chroniques des vampires, hein, dans sa façon de raconter. Donc, comme je vous disais, Chroniques des vampires, c'est 13 tomes. Alors, je vous les mets dans l'ordre chronologique. Donc, Entretien avec un vampire, c'est 76 hein, pour la VO. Je vous donnerai à chaque fois les dates de sortie VO. Hein. Lestal, le vampire, c'est 85, donc il s'est passé quand même pas mal de temps entre les deux. Hein. Ensuite, La Reine des damnés, là, c'est 88. Le voleur de corps, 92, 4 ans entre les deux quand même. Mnemoc le démon, c'est 95. Armand, je crois que c'est un de mes préférés celui-là, j'avoue, parce qu'il y a Marius, mais on en reparlera. 1998, Méric en 2000, Le sang et l'or, donc 2001, Le domaine Blackwood, 2002, Quantique sanglant, 2003, Prince Lestat, 2014, où il est revenu plus tard, hein, 11 ans après. Hein. Et qui est sorti d'ailleurs post-mortem, hein, puisqu'elle est décédée en 2007. Ouais. Et Prince Lestat et l'Atlantide, lui, c'est 2016, et il y en a un de 2008, Blood Communion, qui n'est toujours pas sorti, bizarrement. Sachant que tu peux aussi rajouter Pandora, en fait, qui est dans les nouveaux contes des C'est le nouveau vampires. Code des Parce Vampires, que Pandora, et Vittorio. Et Vittorio. Vittorio, c'est très bizarre parce que c'est très différent. Moi, je le mets vraiment à part. Je l'insère pas vraiment dans les chroniques parce que t'as aucun personnage
qui est commun aux chroniques, et le ton, la tonalité est beaucoup plus décadente que ce que tu as dans les chroniques, quoi. Alors, est-ce qu'on se tente un petit résumé succinct de cette œuvre magistrale? Parce que bon, Waouh tu, succinct. tu te frottes Bon, à forte partie. Bah en fait, les chroniques des vampires, je pense ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça commence d'une manière toute simple il y a un journaliste qui répond à l'annonce de quelqu'un en fait qui a une interview à faire, qui se dit être vampire. Et donc du coup le journaliste arrive, sort son petit magnétocassette, ce qu'on mhm. voit bien dans le film, ce qui peut paraître un petit peu décalé aujourd'hui, et le vampire qui se trouve être Louis commence à raconter sa vie, comment en fait de riche héritier d'une plantation dans le sud des États-Unis, en fait il est devenu vampire, il a vécu à Paris, enfin et on suit du coup les personnages comme ça. Donc le premier on suit juste Louis qui est donc Ouais, le personnage central, qui rencontre Lestat, qui est le vampire qui va le transformer. Et progressivement, en fait, pas à tous les tomes, mais il y a énormément de changements de narration en fait qui se font ouais. dans les chroniques. Lestat et la Reine des damnés notamment, c'est Lestat qui fait la narration. Armand, ça va être Armand. Enfin après, elle va beaucoup s'amuser justement à donner le point de vue les uns aux autres, et progressivement dans l'histoire, on va apprendre que sont les vampires dans l'univers d'Anne Rice, parce que ça, ce qui est super intéressant aussi, c'est que la mythologie du vampire envisagée par Anne Rice, elle tranche beaucoup avec Oui. ce qu'avait pu en dire Stoker, Le Fanu ou Polidori. Donc, elle a sa propre mythologie sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, elle a développé dans le premier, tu l'as pas tout ça. C'est Non, vraiment t'as l'ébauche dans l'Estal, le deuxième et le troisième là, c'est c'est la Reine des damnés où tu comprends tout le ah ouais. concept derrière, Ouais. les espèces de possession de l'esprit Hamel en fait, qui est à l'origine des deux premiers vampires qui sont Enkil et Akasha, qui eux-mêmes vont engendrer tous les autres vampires. Mhm. Euh, Tout ça en fait donne une espèce de série qui traverse du coup les siècles, parce que aussi bien ça commence au 19e dans une plantation américaine, autant en fait on va remonter jusqu'à à la période celte, à la période romaine, enfin on visite l'histoire aussi, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série-là, et que j'aime beaucoup justement dans ces longues séries vampiriques, comme celle de Chelsea Queen Yarbrough en fait, que je rapproche beaucoup en Oui. fait sur le comte Saint-Germain, qui a un peu ce même principe où on visite l'histoire en fait. Et c'est vrai que le vampire, de par son immortalité, nous permet beaucoup en fait de faire ce genre de choses, quoi. Ouais, d'avoir un point de vue de l'histoire assez détaché en plus quoi, au fur et à Oui, mesure, hein, avec le fait d'avoir des points de vue différents aussi, tu vois qu'il y a peut-être aussi la façon d'oublier ou d'occulter des choses, des vieux souvenirs quoi. il y a un jeu de rôle récent qui joue sur ce truc-là Mm. en fait, Thousand Years Cro- Old Vampire, ouais. où tu Chronique d'un choisis, vampire millénaire. où tu dois choisir régulièrement d'effacer des parties Ouais. de ta mémoire pour faire place. Et le concept de ce jeu, je le trouve Ouais, c'est énorme. fabuleux. Ouais. C'est sublime en fait d'avoir eu cette idée-là, quoi. Ouais, Et, c'est assez assez borgésien ouais dans le thème, ouais. et Effectivement. donc du coup, la force des chroniques surtout, ça va être de modifier en fait l'approche de la créature, qui jusque-là, de manière quasi exclusive, même si Anne Rice à son époque n'est pas non plus la première, le vampire c'est le bad guy en fait. Déjà dans Oui. Dracula, c'est le summum du truc, c'est le seul personnage qui ne prend pas la parole. Donc on ne le voit qu'au travers des regards des autres, et c'est l'homme à abattre. Anne Rice, elle va modifier ça, parce que du coup, les vampires vont prendre la parole. Il y a énormément d'antagonistes qu'on voit habituellement dans les œuvres vampiriques, à savoir le chasseur de vampires, qui du coup n'existe pas dans l'univers d'Anne Rice. Mm. Ça fait pas partie, c'est pas ça qui est intéressant en fait pour elle. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que on parle beaucoup d'Anne Rice. C'est presque celle qui écrase tout le monde à l'époque, Oui. quand ça va s'imposer. Mais c'est pas la première à avoir fait ça en fait. Fred Saberhagen, avec les chroniques Dracula, avait Ouais. ça juste avant. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est Dracula qui prenait la parole déjà. Donc c'était intéressant Mm, déjà mm. de choisir le vampire par essence, et de lui faire raconter l'histoire du roman pour montrer à quel point ben, tous les narrateurs humains n'étaient pas des narrateurs fiables non plus. Donc elle reprend un peu cette idée-là quand même Mm, mm. progressivement dans ses chroniques. Mais moi c'est ça que j'ai vraiment aimé chez elle, c'est cette idée que le vampire parle de lui à la première personne, dit ce qu'il est, dit sa condition, et du coup ça change tout en fait. Ouais, c'est vrai que bah, le fait d'avoir aussi un personnage qui devient vampire, mais qui est tourmenté par ce qu'il est devenu, Mm. parce qu'il est obligé de tuer pour survivre, en fait.
Et ouais, ces tourments-là, on n'y était pas habitué. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'étais pas habitué, quoi. C'était après, t'as aussi énormément de filmographie et d'images qui te renvoient à ce truc de vampire où c'est le monstre. Elle le dit d'ailleurs que Mm. l'une des œuvres qu'il a le plus influencé Oups. par rapport à sa conception du vampire, c'est La fille de Dracula, qui est un film des années 40, qui est une des suites du Dracula avec Bela Lugosi. C'est la suite directe d'ailleurs, en fait. On suit sa fille. Au moment où le vampire est mort, elle se débarrasse du corps. Alors déjà, on comprend pas trop, parce que normalement, il est censé avoir été détruit le corps, mais bon, Mm, mm. voilà. Elle fait un bûcher pour se débarrasser de son corps, et elle espère que maintenant que son géniteur est mort, elle va pouvoir s'affranchir de la malédiction du vampire. Donc, c'est un des premiers cas de vampire tourmenté qui essaye de lutter contre sa condition. Mm. Et en relisant une interview d'Anne Rice il y a quelques jours, il y a une chose qui m'avait échappé, auquel j'avais pas pensé, c'est que le personnage de la fille de Dracula, c'est une artiste. Et ça explique aussi, de l'aveu d'Anne Rice, toute l'appétence artistique créatrice de tous ces Ouais, vampires qui sont tous ouais. des musiciens, des peintres. Il y a un énorme attachement justement pour la création artistique pour ces vampires, quoi. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est expliqué un petit peu aussi, c'est-à-dire que pour traverser les siècles, si tu veux pas mourir d'ennui, bah oui, il faut être créatif parce que sinon, enfin, je veux dire, tu deviens un peu comme ceux qui sont des statues, quoi. Oui. Tu te fossilises, quoi, hein, clairement. Hein. Ça renvoie à cette idée-là aussi, hein, quelque part, hein, je trouve, hein, dans ces chroniques. Hein. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein, vu les malédictions qu'ils ont derrière. Mais c'est vrai que le parallèle avec Vampire la Mascarade était assez étonnant, puisqu'on est quand même dans le judéo-chrétien, hein, c'est-à-dire que Mm. là, on part sur des choses qui sont à des origines de démons, qui sont à l'origine des premiers vampires, etc. Et dans la Mascarade, c'est Caïn. Donc Mm. on est quand même sur des choses assez proches quand même, hein, je trouve. Hein. Oui, ce que je t'ai dit en Ouais, aparté au tout début, c'est que ce ouais, que je trouvais assez drôle, c'est que j'avais interviewé Mark Reinhagen, donc le créateur de Vampire la Mascarade, pour Vampirologie, justement par rapport à ses influences, parce que dans le bouquin, il en donne certaines, il donne une certaine liste de films au tout tout début, à en fait, fait. et qui conseille de regarder d'ailleurs justement pour choper un peu des idées. Et de son propre aveu, lui, il avait volontairement essayé de pas lire les chroniques quand il a commencé à travailler sur Vampire la Mascarade, parce qu'il savait que c'était le truc qui écrasait tout sur le sujet à ce moment-là. Et il voulait pas être trop influencé. En fait, il Mm. avait vraiment plus son idée que chaque clan, ça soit une représentation du vampire ou ça soit un truc un peu différent, histoire justement d'avoir un peu de variété. Et il s'est rendu compte, après avoir fini les chroniques et après avoir commencé à lire Dan Rice, que elle était tellement forte et c'était tellement puissant ce qu'elle avait écrit, que il avait été influencé par elle, par, en ayant lu et vu des films ou des livres qui eux-mêmes avaient été influencés par Eh elle. oui. Donc elle avait déjà infusé dans le truc et finalement il n'a pas réussi à échapper à son influence, quoi. Même s'il a essayé de s'en détacher, quoi. Et je trouve ça Ouais, très très fort, quoi. ouais, c'est incroyable. Hein, et puis ça a été deux monuments lancés en parallèle, hein, de toute façon, hein, sur ce que j'avais mis hein, dans le titre de l'émission, un renouveau de la figure du vampire. Donc c'est vrai que le fait, comme tu dis, hein, de donner la parole aux vampires, où t'expliques leur histoire, leur point de vue différent, euh, et puis c'est même pas en plus un point de vue sur l'histoire en tant que telle, c'est plutôt un point de vue sur chaque personnage. C'est plutôt chaque personnage qu'on va suivre, qui traverse les siècles, qui essaie de survivre. Hein. Alors moi, c'est vrai que mon personnage préféré, c'était Marius, parce que ce rapport à la romantique, c'était quand même assez Mm. incroyable. Hein. Voilà, c'était pas courant en plus hein, d'aller aussi loin. C'est vrai qu'on était au Dracula de Bram Stoker, hein, qu'on voyait un peu dans tous les films. Je crois que c'est une première fois où je lisais quelque chose qui s'en détachait, qui allait plus loin. Je parle pour moi. Après, c'est sûr que j'ai vu du Tanis Lee aussi, par exemple, et du Oui. Chelsea Queen Yarbrough, qui sont encore d'autres façons d'aborder cette thématique. Mais du coup, ouais, les thèmes abordés dans les Chroniques des Vampires, toi, t'avais vu quoi exactement? Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, des thèmes Alors, abordés. déjà, il y a le côté queer qui Ouais, est hyper important. oui, c'est vrai. Et le premier film s'en détache parce que Tom Cruise voulait pas en fait que ça soit trop évident, ça lui posait problème. Je pense aussi une des choses qui fait que ça lui a pas plu, Anne Rice, il y a des choses qu'elle regrettait en fait dans le premier film. Mhm. Elle parle pas beaucoup du deuxième film, mais à sa place, je regretterais davantage parce que pour moi, il est beaucoup plus regrettable La Reine des damnés que Entretien avec un vampire, qui est un film que j'adore toujours regarder. Donc, est-ce que t'es queer en fait, qui est clairement évident. Enfin, je veux dire, Louis, Lestat, Claudia, c'est une famille monoparentale, c'est une famille gay en fait, quoi. C'est Oui. deux hommes Mhm. qui adoptent un enfant, et c'est à peine suggéré dans le film. Par contre, dans la série télé chez AMC, en fait, Oui. Là, oui. c'est clairement queer Là, on est friendly, il y a dedans. pas de problème, quoi. Mais je Ouais. trouve ça bien parce que même si c'est fait de manière peut-être un peu
jusqu'au boutiste, c'était un peu plus fin dans ce qu'elle faisait elle, au moins en fait ça montre qu'il n'y a pas de doute possible. C'est le sous-texte en fait. Il y a ça qui était important. Moi, ce que je trouvais très important aussi, qu'elle met en scène dans le premier bouquin, et qui est sans doute le truc qui m'a le plus séché, et c'est aussi pour ça que je commençais mes conférences sur Anne Rice, c'est qu'à un moment, Louis et Claudia sont à la recherche des vampires, après avoir tenté de tuer Lestat, donc ils vont en Europe, ils viennent en Europe, ils passent par l'Europe de l'Est et ils cherchent les vampires, parce que voilà, et ils rencontrent les anciens vampires, et ils se rendent compte que c'est des arriérés, quoi. C'est des bêtes sauvages qui n'ont pas d'intellect, qui sont pas capables de parler, et c'est écrit explicitement qu'ils avaient rencontré l'ancien vampire et qu'ils lui avaient tourné le dos, en fait. Et je trouve ça génial parce que elle met en scène le fait que elle-même, dans ses chroniques, elle tourne le dos aux anciennes conceptions du vampire, Dracula, Carmilla et ainsi de suite. Elle se tourne vers autre chose, vers la ville notamment. Et ça aussi, c'est un truc qui change beaucoup, c'est que, enfin, les villes, c'est des endroits très importants dans les chroniques des vampires, alors que la ville, en général, c'était pas forcément le bon spot pour le vampire qui préférait jusque-là rester dans son château paumé au Le milieu de sa manoir, le campagne. château, Voilà. effectivement, ouais, tout à fait. On quitte un peu ce décorum-là avec les chroniques, même si les bâtiments, l'esthétique, l'architecture sont super importants, notamment parce qu'il y a la romantique, la Renaissance, en fait, qui sont des périodes très très présentes dans les chroniques. Mais il y a cette idée aussi où on tourne le dos aux vampires, à l'ancien vampire, que je trouve absolument génial dans ces chroniques et qui pour moi est assez fondamental, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis, moi, j'avais vu aussi, on en discutait tout à l'heure en off, hein, c'est ce que tu disais aussi, hein, ce rapport à l'histoire par la figure du vampire lui-même. C'est-à-dire que ils sont dans des villes, etc., mais ils reproduisent des modes de vie qui étaient les leurs il y a déjà des siècles avant. Donc, ils sont un peu le côté réactionnaire aussi, même s'ils essayent de, comme tu dis, hein, d'être dans la démarche artistique, etc., mais ils représentent une espèce d'ancien monde, en fait, en fonction de l'époque à laquelle ils ont été transformés, quoi. Hein. Et il y a cette idée aussi que, enfin, je suis d'accord avec toi que, enfin, globalement, le fait qu'ils se construisent en espèce de petits groupes, notamment à la fin des deux premiers, c'est clairement une source qui, par rebond, a dû influencer Reinhagen, parce que c'est une coterie, en fait, quelque part. Oui. Le truc, c'est que la coterie, elle dure pas très longtemps, parce qu'ils sont pas faits pour vivre ensemble, en fait. Et, Non, on le comprend vite. Hein. Et il y a un truc aussi qu'elle a dit elle-même là-dessus, c'est justement, en fait, ces vampires, c'est des outsiders. Ils sont pas dans l'humanité, ils singent un peu à leur niveau de l'humanité. Ils sont obligés de vivre au contact de l'humain parce qu'ils ont besoin du sang des humains pour survivre. Mais en fait, ils sont en marge de l'humanité, et en fait, ils ont des difficultés pour échanger avec l'être humain. Et là-dedans, elle estime que c'est elle-même, et c'est la manière de se voir autre, et de pas se voir comme de se voir vraiment comme quelqu'un qui ne trouve pas en fait sa place dans la société. C'est aussi une manière de le dire, en fait. Ouais. Et ce que j'avais trouvé, enfin, à l'époque aussi, c'est vrai que ça avait bien tranché avec pas mal de trucs que je disais. C'était ce rapport. Alors, toi tu dis hein, queer friendly, effectivement, hein, ça pose aucun souci. Mais cette façon d'aborder la sensualité, et la sexualité. Hein, parce que c'est vrai que le vampire, c'est toujours associé un petit peu quand même à la sexualité. Mais alors là, c'est vrai que c'était poussé vraiment à fond, dans le sens où, pour les vampires, l'amour, ça devient, on se détache du physique, à part la morsure bien évidemment, et le goût du sang, mais on se détache du physique pour avoir quelque chose de peut-être de plus englobant en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fortement ressenti sur le premier et sur le deuxième. J'avoue que sur ces deux-là, c'était assez incroyable, quoi. Oui, il y a une manière d'aborder la sensualité et la sexualité, en fait, qui sont les siens. Et je trouve qu'on retrouve en effet chez d'autres auteurs que tu as cités, notamment Tanis Lee, en fait, il y a pas mal de ces textes justement où la sensualité des personnages vampires, en fait, et je crois que c'est la seule autrice qui a travaillé sur la figure du vampire que je mettrais au-dessus d'Anne Rice, parmi les autrices contemporaines, parce que moi, l'opéra de sang, c'est un truc qui m'a porté au nu, en fait. C'est fabuleux. Tanis Lee, enfin voilà, on pourrait vous faire, on fera une émission Tanis Lee à l'occasion, mais alors moi c'était le bain des limbes, alors ça c'était en science-fiction, extraordinaire. Bref, bon, enfin, on pourra en parler des heures d'elle aussi, tiens. Mais ouais, c'est vrai que ce rapport-là, c'était assez incroyable. Et dans l'histoire, parce que alors, moi, je t'avoue hein, que, comme je t'ai dit, hein, le voleur de corps, je suis pas allé plus loin. Et j'avais repris via quelques personnages. L'histoire, elle évolue comment à peu près toi qui as tout lu?
Alors, l'histoire elle évolue en fait, à un moment dans l'histoire justement après Memnoch, il tombe en espèce de catatonie, Lestat, il se réveillera bien longtemps plus tard, donc c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, elle va s'intéresser à Pandora, à Louis, à Marius, qui sont presque des manières de continuer la série, alors que tout Mmh. le reste est un peu à l'arrêt, en fait, parce que il y a toute cette idée, en fait, avec Memnoch, que les vampires, en fait, vivent une espèce d'illumination. Il y en a plusieurs qui vont s'immoler à la lumière du soleil. Et dans Prince Lestat, et après, il y a un truc qu'elle va développer, c'est c'est justement autour de Hamel. Le fait que Hamel, maintenant, il commence à échanger avec Lestat, et que Lestat va Mmh. plus ou moins devenir la figure tutélaire des vampires. Ce qui est un peu, je trouve, moi, ce que je trouve là-dessus qui est un peu dommage, dans le sens où j'avais Ouais. beaucoup aimé son idée autour de Maharet et Mekaré, en fait, Ouais, moi aussi, ouais. qui était le binôme, en fait, Mmh. était sublime, et je trouvais ça dommage de tout remettre dans les mains, en fait, Ouais, c'était une surtout belle que histoire, ouais. je trouve ça très étrange de remettre tout finalement le devenir de la danseuse vampire entre les mains de Lestat, qui est sans doute le personnage le moins fiable de toutes les chroniques, parce que en Grave. fait c'est un personnage qui est mu uniquement par son propre ego et Oui. son propre plaisir, en fait c'est un hédoniste, en fait, hein, donc Ouais, ouais. Puis juste pour le plaisir de dire merde à la face de tout le monde, en fait, je pense. Ça, il aime beaucoup. Dans le troisième, d'ailleurs, hein, c'est le concert de rock pour dire on est des oui. vampires et on vous adore. Donnez-nous votre sang. Ah, C'est- moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Ah ouais. quand il se réveille, en fait, au son de la musique. À l'époque, j'étais déjà bien branché métal et ainsi de suite. Tu vis le truc, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bah, bonsoir Timiac, tiens, qui est arrivé dans le chat. Et puis, il y avait Andy Laki, j'en profite hein, pour la petite pause. Donc voilà, Chronique des vampires, donc ça fait un paquet de tomes qui sont dispo. Et j'allais dire, même les parutions, c'est bizarre, quoi. Hein. C'est jamais les mêmes maisons d'édition. Même en poche, c'est pas les mêmes maisons. Donc j'avoue, pour avoir quelque chose d'uniforme, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors, ça a changé plusieurs fois, pas tant aux US que chez nous, en fait, Ah ouais, où en poche, en effet, c'était Pocket, et c'est toujours Pocket, Pocket. ouais. Par contre, en grand format, en effet, ça a fait Plomb. Et ensuite, ça a fait Michel Lafon. Ça a fait Michel Lafon. Ça fait très longtemps Plomb, et c'est passé chez Michel Lafon Je te parce la que fais pour le justement, dernier, ouais. Michel Lafon a repris le lead sur les parutions d'Anne Rice avec justement le Don du Loup, je crois. C'est eux qui ont publié ça, et je pense qu'elle avait dealé avec eux que s'ils publiaient ça, ils pouvaient récupérer les droits des autres Mm. textes, en fait. Oui, parce qu'ils ont fait les chansons du Séraphin aussi, du coup, Mm. chez Michel Lafon. Ouais. Puis au début, c'était chez Albin Michel, puis chez Orban, enfin bon, Jean-Claude Lattès, le premier pour Entretien avec un vampire, donc ouais, ça a Oui. beaucoup changé. Puis Et c'était ça, c'est très Pocket, drôle d'ailleurs. ouais. C'est un truc qu'il faut que tu voies, c'est que dans les premières éditions d'Entretien avec un vampire, la couverture US, tu vois un Dracula, en fait. Ça n'a aucun rapport Ah ouais, avec le personnage. On voit un espèce de vampire dans une cape avec un liseré rouge et noir. Genre, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Monsieur qui a bah fait oui. la couverture, est-ce que tu as lu le livre avant de faire cette Non, couverture? non, ça on peut le dire tout de suite, non. Ça, surtout sur les paperbacks et tout à l'américaine, des fois les covers c'est. C'est là, je voulais la Mhm. récupérer juste pour le principe, en fait. Monsieur, tu n'as pas lu le livre, et t'as sans doute fait la couverture qui ment le plus par rapport à ce qu'on a dedans, en fait, quoi. Ah bah tu vois, en plus, parce que j'aime bien aller sur Nosphère, hein, ça vous le savez maintenant ici, et même la couverture de Jean-Claude Lattès 78, ils l'ont pas. Ça alors. On attaque tout de suite avec celle qu'on a connue chez Pocket Terror avec. Mais Oui. pareil, c'est pas un vampire quoi. Enfin, c'est bizarre quoi. Ah ouais, mais ça, c'est les couvertures de Pocket Terror qui sont, c'est par des, c'est, moi, si tu veux, j'avais l'édition avec l'affiche du film, Du en fait. film. Ouais. Je Et du regarde. coup, j'ai racheté celle-là parce que j'aimais bien ces couvertures un peu dark de Pocket Terror, en fait. Celle qui était très, enfin, Ouais. gore presque, en fait, Mhm. sur la broche, quoi. Ouais. Puis alors après, ouais, effectivement, après c'est passé chez Fleuve Noir et chez Plomb et c'est revenu chez Pocket à nouveau. Ouais, c'est compliqué. Hein, si tu veux. Si tu veux suivre, oui, c'est compliqué, ouais. Ah ouais, 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 j'avoue quoi. J'avoue. Bon, c'est vrai que voilà, moi je pense que je suis un petit peu comme tout le monde. J'ai été bien impacté par les trois premiers, hein. Donc qui sont donc Entretien qu'un vampire, Lestat le vampire et La Reine des damnés. Les autres, après c'était ouais, Pandora et Armand parce que comme je disais, j'aimais beaucoup le personnage de Marius. C'est une espèce de vampire un peu, c'est un peu le paternel quoi, hein, quelque part. Hein.
Et puis c'est un des premiers aussi à s'interroger Mm. sur, Ouais, sur leurs origines, ouais. sur leurs origines et à retrouver en fait le roi et la reine en fait. Donc Ouais. ça aussi c'est important quoi. Parce que c'est à travers lui en fait qu'on va le plus approcher Exactement. justement cette quête des origines, même si elle nous est narrée dès le tome 3 en fait. Ouais. Mais lui va nous raccrocher davantage avec ça et avec. En fait, elle va comment dire, elle va remplir les trous de l'histoire qu'elle a racontée dans les premiers tomes en fait avec ça. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, ouais, non, c'était vraiment passionnant. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté polysymphonie, quoi, hein, où t'as plusieurs personnages qui te racontent une grande histoire, quoi. Et c'est vrai que, enfin, moi, je me souvenais pas avoir lu ce genre de truc, en tout cas dans le fantastique, aussi imposant dans toutes les approches différentes, quoi. C'est incroyable, quoi. Bah si tu regardes Dracula, c'est déjà ça aussi. C'est que des personnages qui te racontent plusieurs personnages, T'as mais ça à Harker, l'échelle etc. Tout à fait, ouais. ça à l'échelle d'un livre quoi. Là, elle a fait ça à Ouais, l'échelle d'une série complète quoi. ouais. C'est assez incroyable. Euh, Bah écoute, ça nous permet de poser, enfin, moi c'était vraiment la question qui m'intéressait le plus, parce que comme tu dis, hein, elle a infusé énormément, on va discuter des influences qu'elle a eues ensuite derrière, mais cette nouvelle façon d'aborder la figure du vampire, est-ce que c'est vraiment une nouvelle façon, déjà? Alors globalement, on pourrait croire, parce que on en parle beaucoup comme ça, et Ouais. globalement, que tu citais Twilight, en fait, pour moi, Twilight et même Charles Harris et la Côte du Sud, ça n'existe pas sans Anne Rice, d'autant que Charles Ouais. Harris, en plus de ça, c'est le contexte de la Nouvelle-Orléans, enfin, tu retrouves aussi des codes Ah ouais, des d'Anne marqueurs, Rice. ouais. Mm. Pourtant, en fait, non, c'est pas la première, parce que bah, Saberhagen, avec Dracula, il y a aussi un auteur américain, ça n'a jamais été traduit, c'est Robert Laurie, qui avait sorti aussi une histoire qui imaginait la suite du Dracula de Bram Le Stoker, Stoker. où cette fois-ci Dracula est ressuscité et arrive à New York. Il va servir en fait plus ou moins d'allié malgré lui en fait à un flic handicapé qui a une enquête à faire, et ça dure 6-7 tomes. Donc ça avait déjà commencé en fait, et cette idée Mm. justement du vampire tourmenté qui prend la parole, le vampire qui prend la parole, elle existe même dans les pulps. Il y a Robert Bloch avec Oui. Frère de la chauve-souris, de mémoire, une petite nouvelle justement, était aussi Henry Kuttner avec Moi le vampire, qui sont des textes, des nouvelles courtes où une personne transformée nous fait montre de l'intérieur qu'est-ce que c'est d'être un vampire. Et spoiler, en fait, c'est des nouvelles courtes parce qu'à la fin, le personnage se suicide. C'est pas Mm. possible pour lui de supporter. Donc, la nouveauté avec Anne Rice, c'est que du coup, elle, les mecs s'assument en fait. Oui. Ils assument ce qu'ils sont en fait, donc bah, il faut vivre avec quoi, en fait. Ils vont pas se suicider pour autant, c'est pas leur truc. Ils ont énormément d'atermoiements, surtout Louis, Oh, qui, ouais. euh, qui est un tourmenté, un torturé de Ah, c'est première. le plus fort, je crois, là-dessus, hein. Ouais, ouais, le plus humain de tous les vampires. Ah là Ouais. là, le personnage a des côtés un peu horribles pour ça. Et pour autant, quand tu regardes ce qu'on dit, les stats, tu te dis que, je crois qu'à un moment, il dit même que limite c'est un peu du chiquier, qu'il se donne un genre. Ouais. Je trouvais ça assez drôle. Mais oui, donc globalement, c'est pas la première. Et ce que je trouve intéressant, bah, du coup, elle a une influence cinématographique évidente qui est donc la fille de Dracula, mais elle a d'autres influences cinématographiques. Elle cite notamment dans les trucs qui l'ont fait un peu réfléchir, Le Parrain. Parce que cette idée, justement, on est sur le post 68 art. Ouais. Le manichéisme, le bien, le mal, en fait, c'est des concepts qui deviennent beaucoup plus abstraits. C'est beaucoup moins noir et blanc parce que le Mm. Vietnam, je pense, est passé par là et parce que les États-Unis, les Américains sont très désenchantés par la situation. Ouais. Et l'idée, justement, de montrer, en fait, que le mal absolu n'existe pas, en fait, et que le bien, le mal, c'est des concepts qui sont entremêlés et on peut pas les séparer. Et je trouve, c'est ce que tu trouves aussi, parce que un vampire, jusque-là, c'est pas un personnage positif du tout, c'est pas un personnage dont on peut C'est la se mort, hein. sentir proche. Ouais, c'est Mm. ça, c'est la mort et c'est tous les tabous en fait. Et ça, c'est ça qu'elle fait d'intéressant aussi, c'est que ben, elle arrive à une période où elle cite aussi Superman, le premier film, comme influence dans l'interview que j'avais fait avec elle. Et ça aussi, c'était intéressant, bah, l'idée du surhomme, de donner en fait la voix à des personnages en fait qui vivent au contact des humains, mais qui sont pas des humains en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'était une des. Et oui, en aparté, j'ai eu l'occasion de l'interviewer en 2013, quand elle était venue en France pour le Don du Loup. Et à ce moment-là, je me suis demandé si j'allais pas arrêter mon site, parce que j'estimais qu'après avoir interviewé Anne Rice et publié l'interview, je- qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre en fait, quoi. Ouais. J'en étais arrivé là, je pense que j'ai fait le tour de la question là. Mm. Mais en fait, non, quand même pas. Ouais. Ouais. Mais c'était une rencontre, c'est une des rencontres les plus fortes que j'ai faites depuis le début, quoi.
Ouais, ça, je veux bien comprendre, ouais. Ouais, c'est vrai que, enfin voilà, c'est comme tu dis, hein, c'est pas la première à avoir écrit sur ce genre de thème. C'est pas une révolution, mais c'est par son impact en fait. Je pense Ouais, qu'elle a pris le pas sur tous les autres, quoi. ouais, Donc clairement en fait. t'as l'impression que c'est elle qui a renouvelé complètement cette figure du vampire. Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être le moment aussi. Je sais pas exactement. Comme je disais, il y a ce côté moment par rapport à ce qui se passait aux Ouais. US et le fait que c'est une réponse. En fait, c'est une réponse personnelle parce que par rapport à sa Ah, fille, mais clairement. c'est Ah une oui. réponse contextuelle par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Est-ce que comment se comporte la société et ce qu'elle estime que la société a besoin. La société, elle a pas besoin qu'on lui parle des gentils et des méchants parce que ça n'a plus de sens. Le Mhm. Watergate, le Vietnam, tout ça Ouais. a montré en fait que les rôles peuvent être inversés et que les gentils peuvent être les méchants peuvent être les gentils. Donc donner la voix à des personnages en fait qu'on jusque-là on qualifiait de De monstre. négatifs, méchants Ah ouais. et qui en fait ne sont pas que ça en fait. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ce qui était assez impressionnant, c'est que c'est des monstres. Clairement, hein, c'est la figure du monstre par excellence, quoi, le vampire. Hein. Une négation de la vie, quoi. Hein. Et en même temps, quand tu les lis, quand tu lis Louis, d'ailleurs, c'est ce que dit le journaliste à la fin. Il dit, mais en fait, ce que vous avez vécu, c'est juste incroyable, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est des vies immortelles incroyables, mais en fait, ils sont morts, quoi. Quand même, hein, faut le dire. Ils sont morts vivants. Et ça, je trouve C'est ça. marrant aussi. Le nom même du truc porte cette idée en fait qu'ils ont leur place ni parmi les morts ni parmi les vivants, un espèce d'entre-deux. Donc c'est Ouais. des outsiders. Déjà rien que par le mot, ce sont déjà des outsiders quoi. Ouais. Donc voilà, c'était aussi une façon de dire que voilà, Anne Rice, son nom il ressort parce que voilà, ce roman-là est arrivé à un moment où bah, il a influencé beaucoup de choses, donc c'est l'occasion de changer de petite bannière. Influence et importance de son œuvre. On parle du vampire hein, principalement, on est bien d'accord, hein, parce Mm. qu'il y a eu les sorcières aussi, hein, forcément, puisqu'elle a mélangé les deux. Hein. T'as des romans du cycle des vampires Oui, qui intègrent des personnages et sorcières et vice et versa. vice versa, ouais. Et sachant que moi j'ai lu pour la première fois Les Sorcières il y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, parce que je prépare non pas le bouquin. En fait, j'ai un bouquin qui va sortir normalement là au deuxième semestre, qui est un livre sur Dracula, donc c'est pas là-dessus, mais j'envisage par la suite d'écrire sur le gothique de manière Hum, plus générale en fait. Et globalement, les chroniques des sorcières de Méfer, c'est un livre gothique parce que t'as la maison qui est l'élément central dans tout hum, texte gothique. T'as l'histoire de la jeune fille. Enfin, il y a énormément de codes du roman gothique qu'on retrouve dans cette série-là, et notamment dans le premier tome. Donc, je l'avais jamais lu, je l'ai lu, et waouh, je me suis pris un blast, mais à l'image de celui que j'avais pris en lisant Entretien avec Yamoufir, parce que pareil, en fait, toute l'espèce de millefeuille par rapport à la généalogie de la famille Méfer, aux imbrications et tout, c'est je me suis oui, fait un fichier Excel en fait à un moment parce que je peux je me dis il y a comprendre. trop de trucs à noter en fait et trop d'interconnexions intéressantes à tirer quoi. Ah ouais, puis bah après, quand tu connais les origines de la Talamasca aussi, voilà, c'est dans la Reine des damnés, hein, pour ceux qui connaîtraient pas la ref. C'est vrai que ça faisait des parallèles qui étaient assez incroyables, hein, d'ailleurs, hein, pour le coup. Hein. Mais ouais, donc les gens qu'elle a influencé derrière. Alors déjà sur la partie visuelle, parce que on peut penser ce qu'on veut à l'adaptation d'un cinématographique, la première hein, avec Mm. Brad Pitt et Tom Cruise et Kirsten Dunst. Le seul que j'ai pas compris, c'est, j'en discutais avec mon épouse il y a pas tout à l'heure là quand on déjeunait, c'est Antonio Banderas. Je ne comprends toujours pas ce qu'il est venu foutre en Armand, mais bon, ça, Ah moi j'adore cet acteur en fait je l'adore, hein. avec ma Ah compagne on est mais des énormes fans j'adore. du Fantôme de l'Opéra et le C'est un fait trop de bon savoir acteur. que ce que là c'est un très bon acteur, c'est un très bon chanteur et c'est un très bon danseur, tu fais Ah mais ouais, waouh. Après oui enfin il est c'est pas Armand. pas non bah en même temps Tom Cruise C'est pas c'est trop pas la des star non stats. plus. Non, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que voilà, Il y c'est a un gros problème de couleur de cheveux et de taille quand même hein, pour que ouais, ça matche. ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que Armand, c'est censé être quand même un ado de 16-17 ans, je crois, hein, c'est Ouais. ça, hein. Bon, Antonio Banderas fait pas trop ado de 16-17 ans, on va pas se mentir. Zorro, il fait pas 16-17 ans, non, si vous Non, non, poussez le cliché jusqu'au bout. non, c'est clair. Mais après, voilà, ça reste un putain d'acteur quand même, pour Mm. parler gentiment. Mais c'est vrai que cette esthétique-là, ah, voilà, on est venu me parler de gens qui ont été influencés par Anne Rice. Donc madame est venue m'apporter directement. Bon, je pense que tu connais hein, les Victor Et Dixon. Victor Dixon, ouais. Ouais, Ouais, ça, par contre, quand même. Hein. c'est influencé, mais très tardivement. Oui, Il s'est passé oui, des oui. choses entre. Ah oui, quand même, ouais. Mais c'est vrai que Vampiria, alors moi je les ai pas lus. Madame essaie de me convaincre qu'il faut que je lise ça très vite. Donc oui, oui, on s'y mettra, il y a pas de problème. Hein, puisque c'est Louis XIV hein, qui est le vampire
qui assujettit toute l'Europe à sa botte, devenant vampire. Ouais, donc alors, j'en étais aux influences qu'elle a eues, donc cinématographique sur le côté visuel, ça c'est sûr. Euh, Ensuite, après, Underworld, hein, quelque part, qui lui... Alors, les films Underworld, on va pas se mentir, hein, c'est des copier-coller complets du Monde des Ténèbres, sauf qu'ils n'avaient pas les droits. Donc ça s'appelait Underworld. Ouais, et la blague, c'est qu'il y a eu un procès, en fait, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Et le procès, il s'est terminé à huis clos, et il y a eu des échanges monétaires. Sachant que dans le lot, il y a une Conséquent. autrice, il y a une romancière américaine qui s'appelle Nancy Collins, Ouais. qui a écrit imaginé le personnage de Sonia Blue, qui est le premier roman d'urban fantasy avec des vampires. Ouais. Qui est un truc, il y a que le premier qui est sorti chez nous, il y en a 5 ou 6 aux US, c'est un truc à lire absolument. Pour moi, c'est c'est un banger ce truc. Et elle était pris dans le truc parce que justement ils ont tapé sur en termes d'influence sur Underworld, sur le bouquin qu'elle avait écrit dans le contexte de la mascarade en fait. Donc D'accord. elle a fait partie du truc et même elle, j'avais demandé, ils ne peuvent pas en parler en fait. Donc il y a Ah des gros oui. sous qui ont été échangés, ouais. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr. Ouais. C'est même évident, quoi. Je veux dire, les parallèles étaient tellement impressionnants. Mais comme tu dis, hein, toute l'esthétique urban fantasy après Anne Rice, ça vient principalement de là. Mm. Pas que, bien évidemment. Hein, on rappellera toujours que sur le côté ville sombre, etc., l'influence de Blade Runner est tellement extraordinaire qu'on on le dit même plus. Tellement c'est évident maintenant. Mais c'est vrai que ouais, le film, en tout cas, enfin, je sais pas, moi, je l'ai retrouvé dans d'autres films fantastiques derrière, quoi. Parce que c'est vrai qu'avant Entretien avec un vampire, je parle que des films, là, hein, pour l'instant, c'était quoi? Des films comme... c'était d'abord une figure d'horreur, donc les Dracula, etc., la Hammer et autres, en devenant un peu comique, le bal des vampires, hein, Polanski. Je vous parle même pas des Sherlock Holmes Dracula, parce qu'il faut être sérieux, s'il vous plaît. Mais vampire, vous avez dit vampire. Mm. Comment c'est le titre original déjà? C'est Night, C'est Fright Fright Night. Night, voilà. Qui est quand même une comédie, quoi, hein, où le vampire, on se fout un peu de sa gueule, quoi. Qui est du pur teenage Ouais, Teenage Movie movie. des années 80, ouais. Ouais. Et il y en a un paquet avec des vampires. Hein. T'as aussi Vamps, t'as aussi. Il y en a une petite cohorte en fait, Monster Club, des films avec des gamins en fait, ou des jeux d'ados qui font face à des vampires. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on parle beaucoup de l'influence cinématographique. On peut Mm. aussi parler du Coppola en fait. Hein. Je pense pas que le Coppola en fait, Oui. tout, il y a des éléments le film de Coppola aussi, je pense, Mm. est imprégné par rebond de l'esthétique raïtienne en fait, parce Ouais, que ouais, c'est vrai. on retrouve pas les codes On est... on retrouve des codes de tous les films de vampires qui l'ont précédé. C'est pour ça Ouais. que j'adore ce film en fait. C'est un espèce Ouais, de, il est pas que c'est gothique, c'est une effectivement. tautologie en fait du film Mm. de vampire. Ouais, c'est vrai. Par contre, en littérature aussi, en fait, elle a influencé très très vite parce Très que bien. des textes comme Les Prédateurs de Whitley Strieber qui arrivent juste derrière, comme Zomto en fait, Ouais, Santoshi Sushari Cool, ouais. ouais, alors comment sa série de Timmy Valentine, Vampire Junction, C'est ce que avec j'allais dire. l'histoire d'un gamin vampire en fait qui suit une psychanalyse. Là en fait, on va un peu plus loin que ce qu'on avait dans Anne Rice avec cette idée du vampire qui se confie en fait et qui est Mm. interviewé. Là, les vampires s'allongent carrément en fait chez le psy. Ils font Et leur psy, ouais. c'est le et ça, c'est la première, en fait. Il y en a eu d'autres à la même époque. Il y a Suzy Charnas avec un vampire ordinaire, où c'est pareil. Il y a toute une, Excellent, ça. il y a tout un chapitre de psychanalyse du vampire. Tout ça, en fait, arrive à cette époque-là aussi, juste derrière Anne Rice. Mm. Et à cette époque-là, en plus, pour avoir lu des interviews d'auteurs, soit, en fait, ils assument clairement en disant, elle nous a ouvert la voie, en fait, on s'est ouvert la Mm. brèche. Et des auteurs, au contraire, qui sont dans la défiance par rapport à ça. Alors, comment il s'appelle le vampire de la Sainte Inquisition. Alors c'est le titre tout pourri de ce bouquin en français parce que je crois que c'est Black Cauldron ou je sais pas quoi en VO. C'est de Bah, Les voilà. Daniels qui lui est un auteur d'horreur américain qui a 5 tomes, il n'a qu'un seul sorti en français. Et là clairement en fait lui il récuse l'influence d'Anne Rice. Lui il dit clairement c'est parce qu'il n'a pas été convaincu du tout parce qu'il a fait du vampire qu'il a écrit cette série où en fait tu as une espèce de dualité entre deux frères, Mm. l'un est inquisiteur, l'autre est vampire. Et Ouais, ça, puis on The avait Black aussi... Castle. Et ça c'est très C'est très bien. c'est vrai qu'il y a aussi les romans de Kim Newman,
un autre Dracula, Oui, etc. alors ça, on Et confine au sublime parce que ça, c'est pareil, incroyable. c'est hyper référencé. En fait, c'est Mmh. ça qui est très drôle, c'est que la première fois que j'ai lu ça, c'était quasiment dans les débuts de mon intérêt pour le sujet. Je pense que les noms me sont passés au-dessus de la tête parce Ouais, que il y en a un paquet, hein. et en fait, maintenant, je sais que quand je lis un nouveau tome, que chaque fois qu'il me balance un nom, il y a une ref à aller creuser en fait et il le fait pas innocemment. Il est très fort pour ça parce que même si t'as pas la ref, t'arrives à lire, tu te plais dans le Mmh. truc. Dans le premier, j'avais quand même saisi Ruthven en fait qui devient premier ministre, Dracula qui épouse la reine Victoria. Le concept déjà, l'idée est fabuleuse, mais par Ah contre, oui. la manière dont il va aller référencer les trucs dans le tome 4, donc dans les premiers tomes qui ont pas été traduits, il y a un succès d'année de Buffy à un moment en fait aux US. C'est hyper jouissif en fait quoi. Mmh. Donc tu veux dire que Kim Newman aurait peut-être été influencé par Alex Nikolavitch pour citer autant de références, c'est ça? Ah ben je pense qu'il a surtout précédé quoi. Bah ouais. C'était une blague pour citer Alex. Qui fait beaucoup de références dans tous ses romans. C'est assez incroyable. Puis qu'on apprécie beaucoup. Donc ouais, j'avais cité Kim Newman, mais il y Oui, a tout le Poppy Z Bright courant. en effet aussi, Ah mais là ouais, on oui. vire dans le ça c'est bien parce que le versant queer d'Anne Rice, Ouais. là on est très 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 queer friendly chez Poppy Z en fait Ouais. Âme perdue, et c'était monumental. Hein. c'est hyper bah en fait on retrouve aussi le côté un peu ce qu'ils appellent du splatterpunk en fait, ce côté Mmh. un peu hyper malsain, hyper Oui, malaisant qu'on tout à a fait. déjà aussi dans Vampire Junction avec Timmy Valentine parce que justement à un moment il subit les assauts de Gilles de Rais en fait le Mmh. personnage du gamin dans les Timmy Valentine et là Poppy Z on retrouve aussi toute cette idée avec les vampires avec leur sexualité dévoyée Ouais. qui n'ont aucune limite et pour autant le bouquin enfin est énorme en fait enfin je veux Mmh. dire c'est ça fait partie de ces gros jalons en fait à côté desquels quand Ouais. tu t'intéresses au sujet tu ne peux pas passer quand j'ai écrit Vampirologie j'ai pas tout relu ce que j'avais déjà lu mais il y a des bouquins en fait où je me suis dit ceux-là je suis obligé de les relire parce Ouais. que ma chronique date et il me faut un truc frais donc je l'ai fait pour Les Prédateurs parce que j'adore Mmh. ce bouquin et j'adore le film pour Âme perdue je l'ai fait pour le premier Anneau Dracula pour tous ceux que j'estimais vraiment les gros jalons pour Ouais. arriver à mieux emboîter mes trucs quoi Mmh. et Poppy Z en effet c'était une folie quoi. Mais Poppy Z, moi j'avais préféré son recueil de nouvelles. Hein. Les Contes de la Fée Verte, là, Les c'était... contes d'affaires, c'est très fort, quoi. Ah ouais, je trouve que sur la nouvelle, c'était encore plus percutant. Mais bon, ça Alors, après... je sais qu'il il s'est remis à écrire, en fait, depuis peu de temps. Parce qu'il a arrêté le truc, mais il vit, enfin, il a une vie relativement compliquée à la Nouvelle-Orléans il appartient à la communauté LGBT, donc Mmh. c'est pas forcément la période la plus facile En pour eux ce aux moment, US, quoi. oui. Oui, ça c'est sûr. Hein. Surtout en ce moment. Hein. Ouh là là. Ça n'a jamais été évident, mais alors là, encore plus. Et j'allais dire, bah, en France, quand même, enfin, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont écrit sur le vampire. Alors, est-ce que c'est influencé par Anne Rice, je saurais dire, mais Morgane Cossarieux, je dirais plutôt Poppy Bright quand même. Ah, Anne Rice, elle kiffe parce que quand tu regardes, Ouais. elle et son acolyte Vincent Tassi ont quand même écrit Oui. une parodie d'entretien avec un vampire qui est Entrevue choc avec un vampire, Entrevue choc. euh, qui montre quand même l'amour qu'ils peuvent Ouais. éprouver pour elle. Et elle avait écrit une thèse aussi, elle avait remanié cette thèse Vampire et Mmh. Bayou chez Mnemos, où justement elle parle beaucoup en fait de la place du vampire dans l'imaginaire de la Nouvelle-Orléans Oui. et du sud des États-Unis. Et clairement, pas pour moi, pour elle, Anne Rice, c'est quand même une énorme influence, même si dans son œuvre, dans sa série, dans les veines et ainsi de suite, on sent peut-être plus Poppy Z en effet quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais ressenti, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu en reparles, hein, dans le fait qu'elle ait aussi énormément influencé l'urban fantasy moderne, en tout cas, c'est ce côté urbain. Et la Nouvelle-Orléans, c'est devenu une espèce de comment dire, de lieu qui va de soi, alors que franchement, le vampire, là-bas, c'est plutôt les Carpates, l'Europe, les manoirs, quoi. Bah, dis-toi que la Nouvelle-Orléans, c'est quand même sans doute la partie des États-Unis la plus occidentale, en fait. Donc, par rapport à l'ambiance, par rapport au cadre, les noms français, enfin, il y a plein de choses qui font que. Ah oui. Et ça a commencé tôt parce que justement, on parlait de la fille de Dracula, le film, mais le fils de Dracula, le film, qui est un petit peu plus ancien que la fille de Dracula, ça se déroule déjà à la Nouvelle-Orléans dans les années 30 ou 40, quoi. C'est Mmh. Dracula qui s'appelle Alucard à cette occasion. Donc, déjà, on sent aussi potentiellement une petite influence pour nos amis japonais et Helsing, notamment Castlevania, on dit et ça, on dit rien. Castlevania et tant d'autres choses, arrive à la Nouvelle-Orléans parce il est mandé à un moment par une
fille qui envisage, il y a tout un truc autour d'une question d'héritage et ainsi de suite. Et le film est très très chouette aussi. Moi j'aime beaucoup. Limite, je préfère La fille et le fils de Dracula ou Dracula avec Bela Lugosi parce que je l'ai trop vu maintenant, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est tellement balisé, connu, puis quel acteur aussi, que c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant. Est-ce qu'on peut dire aussi quelque part que le gros courant qu'on a appelé Beatlit, etc., c'est un peu les enfants d'Anne Rice, quelque part. Bah, comme on le disait, par rebond avec La Mascarade. Ouais. Elle, quelque part, elle infuse. Mark Reagan synthétise tout ça, crée La Mascarade. La Mascarade donne des romans, tous les romans hexagonales et ainsi de suite dont on a parlé, en fait, qui sont certes pas de la grande qualité, mais quand même, non. C'était de la littérature, c'était de l'urban déjà, en fait. Ah oui, complètement. Oui. C'était les débuts de l'urban et derrière, en fait, l'urban fantasy existe déjà en parallèle parce que ça commence dans les années 80. Il y a le côté sous-texte social, le fait de s'intéresser aux villes, de s'intéresser aussi beaucoup au SDF, Neil Gaiman et Neverwhere, quoi. Et globalement, ça recroise la route du vampire avec Nancy Collins et à partir de là, oui, tout est là en fait pour que l'urban fantasy. En fait, globalement, ce qu'on nous on a appelé la beatlit et l'urban fantasy, ça existe déjà depuis les années 80 en fait, quoi. Parce que quand tu regardes Charlène Harris et la Communauté du Sud, c'était la deuxième fois que c'était traduit chez nous, sauf que historiquement c'était traduit chez J'ai lu pour elle, avec des couvertures typées Harlequin, et on a remis ça en fantastique après, quoi. Tout en finesse. Ce qui était peut-être un meilleur move pour donner à plus de gens l'envie de le lire, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que toute cette partie, parce que c'était un marketing, hein, Beatlit et compagnie, hein, c'est simplement de l'urban fantasy, du fantastique, un peu plus dans l'air du temps, j'allais dire quelque part, tout simplement. Et surtout que ça a beau être un mot anglais, c'est une marque qui a été créée et déposée par Brajlon. Donc c'est complètement une invention de l'édition française. Ça n'existait pas aux US et je crois que j'avais lu des interviews notamment d'une éditrice australienne qui trouvait ça génial comme idée en fait. Et parce que eux, il y a 40 000 manières de désigner ça en fait. Et en France, on a essayé de balancer une bannière, mais le problème c'est que comme toute bannière, à partir du moment où elle existe, elle est presque caduque parce que tu vas avoir de plus en plus de mal à faire rentrer des trucs dedans en fait. On a eu le même problème finalement le fantastique vu par Todorov, qui est le grand penseur du sujet avec introduction à la littérature fantastique. À partir du moment où il a posé ce qu'était le fantastique, enfin globalement, ça concerne qu'une toute petite période et pas tant d'œuvres que ça parce que très vite, ça bifurque et ça sort du cadre en fait. Comme la théorie du héros, hein, pareil, hein, on y est passé depuis longtemps. Oui. Et ouais, c'est vrai que alors pareil après, hein, si on retape dans les séries et les films, Twilight et True Blood, c'est quand même des sacrés héritiers. Il y avait aussi un film qui reprend quand même des thématiques d'Anne Rice, c'est Only Lover Left Alive. Ah oui. Qui était vraiment les artistes, les outsiders, pas mal de choses, ouais. Ah ouais, il y avait tous les marqueurs. Hein. Puis quel beau film. Très peu connu, je trouve, celui-là. Pas assez, d'ailleurs. En tout cas, pour moi. C'était une énorme période, en fait. C'est la période où tu as eu aussi Byzantium de Neil Jordan, qui revenait au vampire pour la deuxième fois, parce qu'il a fait 2 films de vampire, le mec d'Entretien avec un vampire. Il a fait Byzantium, qui est un film absolument superbe. Il y a Morse, quelques années auparavant, qui, pareil, qui est un truc qui a... Bon, c'était beaucoup plus tôt, c'était 2005-2006, mais qui a changé la face du vampire au cinéma. Il y a eu pas mal de choses, en fait, dans les années 2010. Il y a Twixt, justement, avec Val Kilmer, où il y a des figures de vampires. Qui est pas le meilleur Coppola, mais où il y a des très chouettes idées en fait. Il y a eu une période comme ça, les années 2010, où c'était assez riche en production vampirique, un peu originale justement, où c'était pas que des adaptations. En fait, les mecs se sortaient un peu les doigts et proposaient des histoires où il y avait des enjeux, il y avait des personnages qui étaient travaillés. Mais j'allais dire quelque part, parce que moi j'étais pas fan, mais quand même, quand tu relis Anne Rice et les différentes chroniques et ces univers qui se croisent les uns les autres. Mais la série télé emblématique qui reprend un petit peu tout ça avec les vampires qui s'interrogent à terre moment et tout, c'est quand même Buffy contre les vampires. Alors t'as Buffy, oui. En fait, globalement, moi je le vois comme ça, c'est que Angel et Spike, c'est Louis et Lestat quelque part, quoi. Enfin, je trouve que ça se ressent vraiment dans le truc. Après, c'est pas la première série avec cette histoire des atermoiements des vampires. Dark Shadows, qu'on connaît en France uniquement grâce au mauvais film de Tim Burton. La série télé, en fait, elle est géniale, elle explore énormément ça, justement pour des raisons à peu près similaires à Anne Rice, parce que
pendant près de 200 épisodes, ils gravitent un peu, ils savent pas trop quoi faire, l'audience elle marche pas bien, et tout d'un coup ils ont une idée géniale, ils vont mettre un vampire dans l'histoire, les audiences explosent à l'époque, et on leur dit ah faut continuer comme ça. Le problème c'est qu'ils avaient pas prévu en fait d'utiliser ce vampire, donc il va leur rester près de 800 épisodes derrière pour faire vivre le vampire, alors t'es obligé de creuser ton filon, et là on part dans des trips où il y a même des voyages temporels, où il se retrouve plongé dans la période dans laquelle il a été créé en tant que vampire, il se pose énormément de questions sur qui il est, il essaie de trouver des palliatifs au sang, donc il y a une scientifique qui va essayer de l'aider à construire un sérum, il y a plein d'idées, on est aux années 60, et ça anticipe énormément de trucs, quoi. Et là je suis sûr aussi qu'Anne Rice a dû voir cette série parce qu'aux États-Unis à l'époque tu pouvais pas y échapper, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi une série télé sur la mascarade, donc Kindred The Embrace, je crois. Hein. Oui. Alors attends. Oh là là, mon Dieu, tu l'as. Incroyable. Oui. J'ai le coffret DVD, en fait. Nous avons trouvé l'homme en France qui a le coffret. Oh, je ne suis pas le seul, je pense. Et le coffret est assez superbe parce que dedans, t'as le livre de notes, Ah oui, carrément. C'est assez joli, en fait. Hein. Bon, après, la série, elle vaut ce qu'elle vaut, en fait. Moi, je déteste pas, en fait. Et de mémoire, c'est Aaron Spelling qui a fait ça. Et oui, il y avait un côté très Beverly Hills, ouais. Beverly Hills, quoi. C'est bien. Il y avait un chouette casting aussi. Hein. Il y avait Sidney du Caméléon. Il y avait plutôt des bons acteurs. Et l'acteur qui jouait le prince de la ville était bon. Juste dommage, son décès lors d'un accident de moto a coupé court au truc, quoi. Ouais, c'est quoi? C'est 7 épisodes, je crois, c'est ça, non? 8, ouais. Ouais, tu vois, c'est très court, quoi. Donc bon, bah écoute, voilà. Mais c'est vrai que ça a influencé, enfin, dans l'esthétique, dans les thèmes abordés, la façon de... Après, est-ce que ça révèle pas quelque chose aussi de l'époque, hein, tout simplement, hein, de cette part de monstre qui doit s'exprimer aussi, quelque part, je trouve. Hein, un peu cathartique, qui est vraiment, j'allais dire, symptomatique de nos sociétés post-années 70, quoi. Hein. Ouais. Bah, je pense que clairement, ça arrive à ce moment-là. Bah, ce qu'on disait, le parrain aussi arrive à la même époque, et c'est une autre forme de monstruosité, en fait, quoi. Ah oui, je sais pas si c'est pas pire, d'ailleurs. Mais bon. Bah écoute, tout ça, voilà, on aura l'occasion de l'aborder encore plus au festival Étrange Grande, bien évidemment, parce que je pense que là, on pourrait se faire facilement 2 bonnes heures de plus, hein, mais ce serait facile, hein, tranquille. De toute façon, on aura l'occasion de repapoter sur d'autres thèmes. Est-ce que toi, tu vois d'autres œuvres qui auraient été vraiment marquées par du Anne Rice? Il y en a tellement, en fait, c'est ça surtout. C'est ça qui est compliqué. En fait, toute œuvre de vampire contemporaine, à peu de choses près, en fait, à un moment ou à un autre, il y a un bout d'influence riceenne, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, elle a changé la manière d'aborder le sujet, en fait. Ouais. Maintenant, on a Brixac Dracula, ça Bergen l'avait déjà fait, en fait, et on se retrouve avec des histoires où Dracula lui-même se pose des questions par rapport à qui il est, son existence. Il y a aussi cette idée qui est assez récurrente aussi depuis, c'est de repenser la mythologie pour sortir en fait du truc cette espèce de figure maléfique liée au catholicisme. Tout ça en fait on s'en affranchit beaucoup, mais le manga notamment et les productions japonaises ont beaucoup contribué à ça, parce qu'en effet dans un pays comme le Japon où le catholicisme c'est pas une religion majoritaire, ça fait pas sens en fait un vampire qui apporte des crucifix. Donc du coup c'est ça que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est que le thème de la rose, la rose en tant que symbole est omniprésente dans les mangas vampiriques, parce que en fait c'est une espèce de remplacement à tous ces codes là, et ça vient d'un film belge qui est le film de Roger Vadim et Mourir de plaisir, qui s'appelle Blood and Roses en anglais, qui a eu un énorme impact sur les créatrices de manga à l'époque en fait. Donc, mais même tu vois, on parle d'Anne Rice, mais à la même époque, ce que j'ai découvert quand j'ai écrit l'article sur le manga au Japon, il y a ce manga qui s'appelle Le Clan des Pots de Moto Hagio en fait, qui est un truc où c'est des enfants vampires qui essayent de vivre comme ils peuvent dans une famille reconstituée qui n'est pas une vraie famille, parce que enfin ce sont des vampires, voilà. Ils donnent l'image d'une famille. Il y a énormément de thèmes dans ce truc là qui sont très raïciens. Ça a été publié à l'autre bout du monde un an auparavant, donc ils ne pouvaient pas se connaître. Donc je pense qu'il y avait quand même une espèce de moment à travers le monde où ce type de texte devait émerger, quoi.
Ouais, puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé, hein, bien évidemment, hein, de ça, on pourra le faire dans d'autres émissions, hein, sur les figures de ce qu'on appelle le vampire, nous, qui n'est pas le vampire qu'on connaît, hein, que ce soit dans les mythologies d'Afrique, d'Amérique du Sud, Les, Chine, etc. Ça n'a rien à voir, quoi. les vampires sauteurs hongkongais de Mr. Vampire, ouais. Ouais, il y aurait de quoi rigoler, mais enfin rigoler. Nous, ça nous fait rigoler parce qu'on n'est pas habitués, quoi. Pour eux, c'est leur mythologie, en fait. C'est des morts-vivants qui aspirent le chi. Ça avait été essayé, hein, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, dans Vampire la Mascarade, quand ils avaient fait les vampires Kindred of the d'Orient. East. Ouais, Kindred of the East, ouais. Ouais, où ils boivent pas du sang, ils boivent le chi, quoi. Voilà. Il est derrière moi, quelque part là-bas. Ouais, mais oui, il est en bas, moi. Il est plus bas à la cave. C'est tout ce qui est vampire est resté en bas, en fait. Ah, moi, c'est là. Ouais, non, Je suis mais dedans. c'est vrai que les clans de book aussi, là-dessus, enfin, ça, c'était super intéressant parce que c'était à chaque fois et des archétypes et des origines différentes aussi. Donc, qui renvoyait pareil à cette quête des origines d'Anne Rice, quoi. J'aime Pareil. beaucoup les vampires les vampires du désert, en fait. Les Assanites, en fait. Ouais. Tout le Entre le concept, premier et le deuxième, c'est incroyable. tout le concept autour, en fait, VM de la montagne, tout ça, enfin, c'était du délire, en fait. Hein. Il y avait presque une mythologie à part dans la mythologie, quoi, en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, entre le premier et le deuxième clan de book, ça avait beaucoup évolué. Parce que le premier, c'était les assassins du monde des ténèbres. Mm. Et dans le deuxième, t'as effectivement, bah non, mais alors en fait, les Banu Hakim, déjà, ils changent le nom du clan. Et t'as trois factions à l'intérieur. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Donc, ouais, super mythologie. Oui, je jouais un assamite, que voulez-vous que je vous dise. Voilà. Bah écoute, ouais, ça fait beaucoup de choses à dire. Donc, bah écoute, on aura l'occasion, comme je te disais, hein, de rediscuter d'Anne Rice pendant le festival, et puis on verra si on peut se caler d'autres émissions. Ça me permet de poser la question bonus, où je t'avais pas prévenu avant, normal, c'est fait pour. C'est ton dernier coup de cœur, quel qu'il soit, film, jeu vidéo, ce que tu veux. Waouh. Ouais, je sais. Surtout quand tu me préviens pas. Bah non, c'est pour ça. Alors, mon dernier coup de cœur, c'est un jeu vidéo. Voilà. Bah voilà. Mon dernier coup de cœur, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Stray, que j'ai trouvé Ah oui. absolument génial. J'ai joué à ça la semaine dernière. En fait, j'étais covidé, donc mes 2 premiers jours, en fait, j'étais en train d'agoniser sur mon canapé. Puis le 3e jour, j'allais mieux. Je me suis dit, me fais chier, qu'est-ce que je fais? Il y a quoi à jouer? Ah ouais, il paraît que c'est bien ce truc. Et j'ai commencé Stray et j'ai fini Stray en 2 jours, en fait, tellement j'étais happé par le truc, quoi. Et c'est une dinguerie ce jeu, en fait. Ouais. C'est énorme. Déjà en tant que propriétaire de chat, tout ce que tu peux faire, gratter la moquette, latter le truc, faire des câlins à tes copains chats, c'est ça, c'est la vie d'un chat. Mais par contre, tout l'univers et graphiquement Ouais. et tout, enfin, Superbe. folie, quoi. Tu peux embrayer sur le film d'animation qui va avec. Oui, mais C'est que j'ai. Flo, je crois, que Ouais. c'est ça. Hein. Qui est Donc vraiment très chouette. ça, c'est mon dernier gros coup de cœur en jeu vidéo, quoi. En lecture, en fait, bah, vu que je travaille là actuellement sur un livre sur Dracula, sur la genèse du bouquin et sur les thèmes qu'il porte, à sortir chez ActuSF au 2e semestre, comme je te disais. Je lis beaucoup de trucs autour de Dracula. Sachant que dans le lot, j'ai trouvé en faisant mes recherches, justement, je suis tombé sur une histoire de vampire publiée en France dans les années 40 qui n'a jamais été rééditée. En fait, j'ai cherché des choses sur Dracula et je suis tombé sur un article de Jean Boulet. Jean Boulet a été un des fondateurs de la revue Midi Minuit Fantastique. Et dans un vieil article qu'il a publié, il mentionne un roman qu'il met en parallèle avec Le Vampire de Polidori. Et ce roman, c'est Le Vampire, je crois, de Jean Missler, qui a un bouquin illustré par un fameux graveur français. Et j'ai mis des mois et des mois à récupérer ça parce que le livre est publié à 300 exemplaires. Donc autant dire pour le récupérer, c'est cata. Oui. J'ai fini par le trouver à un prix normal. J'ai lu le truc et en fait, c'était superbe. C'est une super bonne lecture parce que le gars écrit dans les années 40 à la manière du 17e. Donc c'est écrit avec une plume un peu empoulée, très liaison dangereuse. Et c'est une histoire de vampire à l'ancienne. Et c'était un vrai plaisir de lecture, quoi. Ce sera l'occasion de redécouvrir tout ça et puis d'en rediscuter d'ailleurs. Merci pour ces petits coups de cœur. Donc on arrive, sur la petite bannière du mot de la fin. Déjà pour te remercier d'avoir accepté la petite invite et d'avoir passé 1h20 tranquillement. Tu vois, on va pas trop de temps passer pour un vendredi fin de semaine. Donc voilà, un grand merci. Nous on se retrouvera que ce soit en festival ou en interview et puis effectivement à Étrange Grande. Je rappelle donc que dès demain vous aurez la rediff en podcast et sur YouTube avec les liens qui vont bien, le chapitrage.
tout ce qui va avec. Donc, on vous remercie tous. Hein. N'hésitez pas, si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne. Ça, vous connaissez le truc. Ça sera rediffusé aussi sur la chaîne YouTube du Festival Étrange Grande. Je tiens à le signaler, hein, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là. N'hésitez pas. Et que vous dire de plus que on se retrouve pour le prochain Étrange Indécent vendredi prochain, avec cette fois-ci comme thème aux origines du fantastique, avec 2 invités que je vous révélerai au fur et à mesure, bien évidemment, qui connaissent un petit peu ces thématiques-là. Donc, c'est les origines du fantastique, hein, pour faire simple, hein. C'est qu'on va de la fin 18e à peu près, hein, jusqu'au début 20e, pour faire simple. Jusqu'à l'émergence réellement, dans le socle, de ce que c'est le fantastique quand il s'affranchit du romantisme et du gothique. Voilà, pour faire simple. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc ce sera vendredi prochain à 21h, on aura l'occasion d'en rediscuter. Il me reste à vous remercier tous, avant que je passe, voilà, que j'enlève la petite bannière. Regardez-moi ça, incroyable cet homme-là. Il peut presque tout faire, mais il faut quand même regarder l'écran de contrôle. Donc je vous dis à très bientôt. Encore merci Adrien. Ciao, ciao, salut. Bonne soirée.